Bonjour à tous, bienvenue pour cette 26e séance en PHP. La dernière fois nous avons parlé des classes abstraites et nous allons aborder une autre notion qui est pas mal incomprise des gens qui apprennent la programmation et notamment la programmation orientée objet, à savoir les interfaces. Et je vais vous expliquer par la suite un petit peu la différence qu'il y a entre les classes abstraites et les interfaces, puisque c'est une confusion récurrente chez les développeurs de savoir quand utiliser un, quand utiliser l'autre et à quoi servent les deux et quelles sont effectivement leurs différences. On va venir donc sur un code très simple, d'accord, et on va déjà tout simplement revenir sur le principe de la classe abstraite très rapidement pour faire le point. Une classe abstraite, si on reprend grosso modo tout ce qui a pu être vu précédemment, c'est tout simplement une classe qui ne s'instancie pas. Ça c'est un point très simple en termes de syntaxe, mais c'est surtout en fait une manière de factoriser du code. Factoriser du code, vous savez, c'est quand on a de la répétition de code. Pour éviter cela, on va tout simplement rassembler les répétitions de code au sein de quelque chose. Une fonction quand on fait du procédural, du fonctionnel ou autre, mais pour le coup de la programmation objet, on fera une classe dans laquelle nous utiliserons des méthodes et nous travaillons avec des attributs. Donc ça permet vraiment de factoriser du code, cette classe abstraite, et vous aviez compris le principe, nous avons des méthodes abstraites qui obligent, dans les classes qui étendent cette classe abstraite, à implémenter ces méthodes. Donc je reviens pas dessus, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si c'est pas encore clair pour vous, n'hésitez pas à venir sur la vidéo d'avant concernant les classes abstraites. Donc grosso modo c'est ça. Une classe abstraite, ça va servir à factoriser du code, tout simplement. D'accord? Si on veut rester sur quelque chose d'assez simple. Pour l'interface, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui va être représenter une API. D'accord? Et je vais m'expliquer là-dessus, vous allez comprendre. Pour tout simplement définir ce qu'on appelle un contrat de service. J'emploie volontairement ce terme parce que c'est un terme qu'on peut retrouver pas mal sur internet. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui l'emploient, c'est pas pour rien parce que voilà, c'est resté un petit peu comme ça, on va dire par habitude chez les développeurs. On parle de contrat de service. On peut même dire carrément que ça fournit. Une interface, c'est quelque chose qui fournit un contrat de service. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que nous allons créer quelque chose un peu comme une classe abstraite, mais là il s'agira d'une interface. Donc nous allons en faire une, vous allez voir. Je vous montre avec du code. Interface, donc c'est le mot-clé à utiliser. Par convention, on commence avec un I minuscule, I majuscule, ce que vous voulez. D'accord, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre un I majuscule puisque les classes en général commencent par une majuscule. Et vous suivez le nom que vous avez en fait pour votre interface. Ça peut être par exemple, je peux faire une interface pour quoi? On peut faire une interface pour des articles, comme on est sur du site web par exemple. Voilà, donc une interface I, d'accord, I article. On a ça, et à l'intérieur de l'interface, la règle à respecter, c'est de définir des méthodes qui seront évidemment publiques, parce qu'on va avoir besoin de travailler avec, vous allez voir pourquoi, et on ne les implémente pas, d'accord? C'est vraiment comme une API, c'est-à-dire on a en fait, imaginez une fiche, d'accord? C'est comme si vous passiez en fait le code, enfin même pas le code de l'interface, mais une espèce de fiche, un menu, imaginez par exemple un menu dans un restaurant, on vous passe tout ça et vous avez la liste de tout ce qui est disponible. Là c'est pareil, une interface, on va déterminer tout ce qu'on peut faire avec par exemple un article. Donc prenons l'exemple d'un article de blog, admettons, et on va créer du coup quelques méthodes. Public function, on va pouvoir par exemple dire write. D'accord? Ce genre de choses. Alors, write ça peut être même save, on va dire par exemple genre sauvegarder un article. On pourra dire par exemple qu'il a un auteur et qu'il a un contenu. Alors je m'embête pas voilà sur les variables, mais bon, c'est des méthodes, donc on peut évidemment avoir des variables ou des paramètres. Pas de problème. On va avoir par exemple public function delete. D'accord? Sans passer quoi que ce soit de précis. On va avoir public function create. D'accord? Des trucs comme ça. Peu importe. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec un article? Eh bien on peut avoir par exemple get le nombre de commentaires par exemple, ce genre de choses. Enfin bref, vous prenez des méthodes comme ça et ça vous dit tout ce que vous pouvez faire, d'accord? Juste en voyant ça, si on fournissait par exemple, je vous dis encore une fois, on écrivait sur une fiche, bon ça évidemment des termes un peu plus français, ces différentes méthodes, on aurait les ensembles des services, d'accord? Donc l'espèce de contrat en fait, des services que propose cette interface. Et là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau d'une classe, donc ici en PHP pour le coup, mais on retrouve les interfaces dans beaucoup de langages, ça concerne vraiment la programmation objet, c'est une notion de la programmation objet et pas forcément que de PHP, c'est qu'on va créer une classe
Ok. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, quelque chose pour gérer, hein. Gérer mon n'importe quoi, genre blog article, ok. Et on ne va pas donc étendre ici, puisque il ne s'agit pas d'une classe mais d'une interface, mais nous allons implémenter l'interface. Donc ici, e-article. Et là, vous avez obligation, par rapport à une interface, d'implémenter toutes les méthodes de l'interface. C'est obligé. Vous pouvez pas vous dire j'en fais quelques-unes et pas d'autres. Vous êtes obligé. Parce que là, vous voyez qu'on n'a rien en fait. On n'a aucune implémentation. C'est pour ça que le mot-clé ici vous l'indique. Implements. Ça veut simplement dire que blog article, cette classe-là, va implémenter les services que propose iArticle. Ok, l'interface ici. Donc vous allez évidemment, bah voilà, vous allez vous amuser à faire toutes vos méthodes, les reprendre. Et vous allez évidemment implémenter ce qui se passe, d'accord? Alors je vais le noter parce que sinon vous allez voir que je vais avoir une erreur. D'ailleurs on va pas faire pour tout. Donc je mets du code inutile, mais c'est pour vous voyez. On va reprendre ça. Hop. On va mettre, alors je retourne un nom comme ça fictif, on s'en fiche. Évidemment, quand vous êtes dans une classe, vous pouvez faire des attributs, hein. Vous pouvez très bien créer les propriétés des attributs, il n'y a aucun problème. Après, vous êtes dans une classe standard, c'est exactement le même fonctionnement. Je reviens pas dessus, vous pouvez faire votre constructeur, enfin bref, c'est exactement pareil. Et vous allez voir un petit peu le principe après de l'interface. Save, alors attendez, on save, on a la même chose ici, voilà. Save, on va mettre juste ça. C'est vraiment pour gagner du temps, pour pas faire un truc très long, parce que j'ai mis beaucoup de méthodes en haut là. Et delete, du coup, on va dire. Voilà. Alors d'ailleurs, si j'oublie d'implémenter une des parties, ok, genre voilà, vous voyez que j'implémente que 3 des méthodes de l'interface, j'actualise, et là, alors save expecting function. Alors, par contre, il met une erreur là que je voulais pas forcément. Tac. Parce que j'ai oublié function. Parce que j'allais dire ça, les erreurs là, on s'en fiche, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Vous voyez, il nous met que blog article contient une méthode abstraite qui n'a pas été, donc qui a été évidemment, qui est abstraite au niveau de l'interface, mais qui n'a pas été implémentée. Vous voyez, on vous le dit d'ailleurs, il s'agit de la méthode delete. Et delete, effectivement, là on voit qu'elle n'a pas été implémentée. Donc vous êtes vraiment obligé de toutes les implémenter, parce que l'interface, elle n'est pas faite pour ça. L'interface, imaginez quelque chose de très haut niveau, c'est vraiment une API, hein, on peut appeler ça comme ça, qui vous dit, bah voilà, si tu veux utiliser mon système d'articles, voilà tout ce que tu peux faire avec. Tu peux récupérer un nombre de commentaires, tu peux en créer, tu peux en sauvegarder, tu peux en supprimer. Vous voyez, on n'a pas besoin de savoir comment c'est fait, on s'en fiche. Et nous après, en tant que développeur ici, l'utilisateur de l'interface, on l'implémente, voilà. On va dire, bah voilà, moi j'utilise ça et du coup, je gère voilà, la récupération des commentaires, la création de telle ou telle manière, etc. Et là, évidemment, il n'y aura pas de problème. D'accord? Donc après, hein, voilà, il suffit de faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on va faire un test, hein, d'accord? Donc c'est new blog article, c'est ça que j'ai mis, voilà. Après, du coup, on n'a plus qu'à faire, par exemple, create. D'accord? Et ça fonctionne. Il n'y aura absolument pas de problème à ce niveau-là. Voilà, pour ça, tout y est. Au niveau de l'interface. Alors, là, je vous ai grosso modo donné la différence par rapport à ça, mais au final, on pourrait dire, après tout, on peut très bien faire pareil avec une classe abstraite. C'est-à-dire qu'une classe abstraite, et c'est vrai, hein, on pourrait très bien mettre que des méthodes abstraites. Rappelez-vous, en mettant le abstract, je vais remontrer d'ailleurs le code, on va refaire une classe abstraite, hein, pour que vous voyez un petit peu... genre un article abstrait, d'accord? Et on pourrait faire exactement ça. Alors quand je dis exactement, c'est exactement. Et du coup, pareil, en faisant une classe ici, qui pour le coup ferait un extend, parce que vous pouvez bien sûr avoir une classe qui étend une autre et qui implémente des interfaces, hein, vous pouvez mélanger les deux, il n'y a aucun problème. Faisant comme ceci. Voilà, c'est ça. Là, pareil, on sera obligé voilà, de redéfinir ça. Donc on reviendrait au même truc que l'interface. Du coup, vous allez vous demander, mais oui, mais alors, au final, à quoi ça sert? Et bien là où c'est intéressant, et ça on l'avait dit précédemment, c'est que vous avez appris qu'on ne pouvait pas avec une classe abstraite, par exemple, enfin au niveau de l'héritage, hein, sur la vidéo sur l'héritage, on ne peut pas faire d'héritage multiple. Par exemple, si on crée, ça je vais le noter rapidement, on va aller ici, hein, pour pas se mélanger. Si je crée, alors très rapidement, hein, je vais pas noter plein de code, mais une classe A, d'accord? Donc je fais une classe A, pas de problème. Bien sûr, merci pour le HTML. Je fais une classe B, avec tout un tas de choses, ok.
je ne peux pas faire d'héritage multiple qui consiste à faire ceci. Une classe, je sais pas moi, other class, qui étend par exemple la classe A et la classe B. Ceci est impossible, d'accord? On ne peut pas faire d'héritage multiple, à part dans quelques langages très particuliers, mais c'est très déconseillé parce que ça mène après à des gros conflits au niveau de la compilation, au niveau de l'exécution. Bref, ça amène à pas mal d'erreurs de programmation, donc dans l'idéal, on évite vraiment l'héritage multiple. Et bien justement, les interfaces ont été conçues pour fonctionner d'une certaine manière comme les classes abstraites, mais elles de pouvoir, eh bien, vous pouvez faire de la multiple implémentation d'interface. Ça veut dire que je peux créer, par exemple, regardez, author, d'accord, donc pour un auteur. Alors ici on va pas mettre grand chose, on va mettre juste public function par exemple pour gérer le profil de l'auteur. Voilà, on comprend que profile dans une interface auteur c'est pour gérer le profil par exemple. Et du coup, on serait obligé évidemment d'implémenter ça là-dedans. Hein. Accès au profil. Et on peut, sans problème, alors je vais virer ça, implémenter plusieurs interfaces. Voilà. De se dire que ma classe qui va gérer un article de blog, elle a besoin d'implémenter entre guillemets deux API, deux types de contrats. Un contrat qui fournit des services liés à l'article en lui-même, mais vous avez vu que l'article il va manipuler également des auteurs, donc on a peut-être besoin également d'implémenter l'API, donc implémenter les services liés à un auteur. Et du coup on peut sans problème faire implements, une interface, une deuxième, une troisième, etc. On peut faire de l'implémentation multiple, là où on ne pourrait pas faire de l'héritage multiple. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, du coup, c'est que une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Alors tandis que là, une classe ne peut qu'étendre une seule autre classe. Voilà. Mais grosso modo, et ça c'est le petit conseil que je vous donne en tout cas pour les débutants, c'est-à-dire quand vous allez avoir de l'expérience, vous allez programmer, vous verrez qu'en réalité les contextes d'usage sont un peu différents, sont un peu plus subtils que ça, mais dans la mesure où vous êtes débutant, vous ne savez pas forcément quand utiliser, si vous voulez voilà une règle très simple, d'accord, de vous dire quand j'utilise une classe abstraite, quand j'utilise une interface, c'est la suivante, une classe abstraite vous l'utilisez pour factoriser du code, voilà, si vous avez besoin juste de factoriser du code, vous vous servez d'une classe abstraite, ok. Et vous vous servez des interfaces si vous prévoyez par la suite par exemple d'avoir des classes qui peuvent se servir de plusieurs entités, c'est-à-dire donc nos fameuses interfaces. Si vraiment vous avez une classe particulière qui aurait besoin d'utiliser 2-3 choses à la fois, et bien ces 2-3 choses dont je parle, faites-en des interfaces plutôt que des classes abstraites. Comme ça vous pourrez faire ces fameuses implémentations multiples sans problème, d'accord? Dites-vous que c'est une API, c'est-à-dire encore une fois pensez au menu dans un restaurant, un menu de restaurant c'est une interface, ok? Et après, avec l'entité, donc par exemple le cuisinier il va implémenter les recettes du menu. Vous voyez, si vous comprenez un petit peu l'analogie, il va implémenter ça et utiliser justement tout ce qui est disponible. Voilà. Donc vous, en ayant une interface, vous n'avez pas besoin de savoir comment ici on crée un article, comment on le sauvegarde, d'accord? C'est juste pour nous dire quel service ça propose, qu'est-ce qui est disponible sur cette interface. C'est ce qu'on appelle une API, hein, quand on veut rester sur des termes assez particulier. Donc par exemple, vous avez des services que vous utilisez peut-être tous les jours, comme YouTube, comme Google, comme Facebook, etc., Twitter, proposent des API. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ils vous proposent une interface haut niveau, d'accord, une abstraction, donc quelque chose de très haut niveau, que les gens peuvent réutiliser. Comme ça, ça vous permet par exemple d'afficher les tweets de votre compte Twitter sur votre site web. Pourtant, Twitter ne vous appartient pas, ce n'est pas votre site à vous. Mais malgré ça, grâce à une API qui est fournie par Twitter, vous pouvez, si vous voulez, diffuser vos tweets sur votre site web, d'accord, de manière dynamique. Comme vous pourriez gérer Facebook directement sur votre site, ou afficher des vidéos d'une chaîne YouTube en particulier sur votre site également en utilisant l'API YouTube, voilà. Et ça peut être ça pour tout un tas de services, hein. Tous les services web de toute façon, Amazon, Twitch, YouTube, Google, etc. Vous avez a priori, même Discord maintenant, vous avez une API pour un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce principe-là. Donc c'est souvent un mot, on s'imagine un truc assez, voilà, les gens des fois comprennent pas qu'est-ce qu'une API, etc. On a l'impression que c'est compliqué à expliquer, non en fait, c'est simplement ça, d'accord? C'est un contrat de service, tout simplement. On fournit des services, des fonctionnalités, et après, bien évidemment, il faut que derrière ce soit implémenté. Mais nous, on a juste besoin de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fameuse API. Voilà, qu'est-ce qui est possible de faire. Une interface, par exemple, pour YouTube, on peut s'amuser à faire ça. Si vous voulez, en dernier exemple, on va faire... alors, je fais un truc vraiment très simpliste, mais bon, grosso modo, c'est ça. Eh bien, on imaginerait, par exemple, voilà, on aurait
get vidéo, et puis ici, en fonction d'une URL, on pourrait récupérer une vidéo. Après, ça peut être pareil, bon, vous allez me dire, il y a des accessoires de ça, mais oui, de toute façon, il peut y avoir ça aussi. Ça peut être, par exemple, les subscribers, donc les abonnés d'une chaîne, etc., etc. Vous voyez, c'est une API pour diffuser ce genre de trucs. Pour Twitter, ce serait last tweet, par exemple, quelque chose comme ça. Bref, vous comprenez, je pense, le principe maintenant grâce à ça, et c'est vraiment pas plus compliqué. Voilà. Donc, en tant que débutant, si vous savez pas à chaque fois quand utiliser l'un ou l'autre, encore une fois, utilisez la classe abstraite quand il s'agit de factoriser du code, ok, pour après implémenter ça dans une classe phi, et utilisez les interfaces quand vous voulez véritablement faire des implémentations multiples dans certaines classes, ok, tout simplement, pour fournir des fonctionnalités. Par exemple, vous voulez développer un forum, faites-vous une interface pour le forum, publier un message, éditer un message, lire le profil d'un membre, ce genre de choses, et après comme ça, au niveau concret, au niveau de votre code concret, vous pourrez implémenter cette interface liée à votre forum, d'accord, aux fonctionnalités de votre forum, et ainsi de suite. Pour la classe abstraite, c'est encore autre chose, c'est plus vraiment pour factoriser du code que de fournir une API, on va dire, voilà, quelque chose de haut niveau avec tout un ensemble de services. Donc voilà la différence, et après pour le reste de toute façon, c'est à l'utilisation, avec l'expérience, avec la pratique, que vous arriverez vraiment mieux à déterminer quel est le mieux à utiliser selon le contexte de développement où vous êtes. Dans un cas, vous saurez tout de suite qu'il faut utiliser une interface, dans un autre cas, vous direz non, là il faut utiliser une classe abstraite. Et pour la prochaine vidéo, si vous voyez que ni l'interface ni la classe abstraite ne vous permet de faire ce que vous aimeriez faire, vous verrez que dans la vidéo prochaine, nous allons parler d'une autre notion, qui ici par contre est propre à PHP, c'est-à-dire que c'est pas une notion liée à la programmation objet, c'est le langage PHP, les créateurs de PHP, qui ont intégré cette autre fonctionnalité au langage qui permet entre guillemets de combler voilà, les petits manques des interfaces et des classes abstraites. C'est une troisième catégorie qui permet de faire un petit peu, voilà, de combler les lacunes de ces deux-là, même si on peut déjà couvrir presque tous les cas différents avec les classes abstraites et les interfaces. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, je vous ai tout dit. Donc je rappelle, j'avais dit de toute façon que toutes les méthodes doivent être évidemment publiques, ça paraît logique, comme on doit implémenter, si vous mettez en privé, il va y avoir des petits problèmes, donc j'ai pas dit. Ce que j'ai pas dit aussi, j'en profite, ça peut être une parenthèse, c'est que des fois on peut avoir un constructeur. Si un jour par exemple vous récupérez le code de quelqu'un ou sur un site ou une bibliothèque, si vous voyez un constructeur dans une interface, ne soyez pas choqués, ne vous dites pas que c'est une erreur. C'est que dans certains cas, et selon certains usages de design pattern, de patron de conception, je pense notamment à Factory, si ça parle à des gens parmi vous, et bien on peut des fois avoir besoin de définir un constructeur dans une interface. Ça peut arriver, mais c'est évidemment beaucoup plus rare. Mais il faut savoir que ça existe. Écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on peut encore revenir? Alors oui, pour niveau des interfaces aussi, on peut bien évidemment définir des constantes. Si par exemple à un moment donné on veut définir une constante pour je ne sais quoi, par exemple, je sais justement pourquoi, on peut définir, comment on peut définir ça, nombre par exemple, article, je sais plus écrire mais c'est pas grave, par page. Par exemple, vous savez ce qui gère l'affichage du nombre d'articles sur une page. Et vous mettez, je sais pas, 10, bon là ça veut dire qu'on peut pas le changer, Normalement ça c'est quelque chose qu'on peut changer sur un vrai site web, mais nous admettons qu'on dit ce sera 10 et on changera jamais ça. Et bien une constante définie dans une interface, pour y accéder, d'accord, si vous voulez par exemple y accéder en dehors de l'interface ou dans une autre classe, donc je vais virer, attendez, tout ça on s'en fiche, on revire tout pour finir cette vidéo, voilà. Pour y accéder, normalement, vous faites tout simplement, alors, le nom de l'interface, deux points, le fameux opérateur de résolution à une portée comme on avait déjà dit, et l'accès, bravo, à la constante. Je sais pas pourquoi l'autocomplétion ici ne me la trouve pas la constante. Passons. Voilà, et nous avons accès à la constante. Donc ça c'est pratique. Vous voyez, même chose. Pourtant on n'a rien instancié, il n'y a pas d'instanciation pour une interface évidemment. On n'a même pas eu besoin de créer une classe ici qui implémentait l'interface. C'est juste de toute façon qu'elle a une constante, donc c'est une valeur qui ne bougera pas ici, il n'y a aucun problème. Donc on peut y accéder. D'accord, comme si c'était un attribut statique, comme on l'avait vu sur les classes quand on fait un attribut, notamment, enfin pas un attribut statique parce que ça n'existe pas, mais par exemple l'accès à une méthode statique, d'accord, quand on faisait un statique, un public, static function, etc. On voyait qu'on pouvait accéder en mettant le nom de la classe, les deux points et le nom de la méthode. Là c'est pareil, pour l'interface vous pouvez faire des attributs statiques, et vous y accédez de cette manière. Donc très pratique, ça vous verrez que dans certains cas, ça fait vraiment pas mal avancer les choses et ça peut résoudre beaucoup de soucis que vous pourriez avoir en programmation. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette fonctionnalité, c'est très intéressant. Voilà pour les interfaces, je vous dis on était revenu sur les classes abstraites mais je pense qu'on a fait le tour. Donc
retenez tout ce que j'ai dit, je vais pas le répéter encore une fois, je vous ai dit voilà dans quel cas utiliser la classe abstraite, dans quel cas utiliser l'interface. Après ce qui vous permettra de vraiment toujours choisir le bon choix parmi les deux, c'est la pratique, c'est l'expérience, c'est avec le recul, c'est avec tout ça, d'accord? Au fur et à mesure que vous ferez des projets en PHP, ça deviendra naturel, vous saurez automatiquement voir une classe abstraite dans telle implémentation, enfin telle représentation, et voir une interface dans telle représentation, ça deviendra tout à fait habituel. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc là on avait vu les classes abstraites, les interfaces, on va voir encore ce que j'avais dit tout à l'heure, une nouvelle fonctionnalité en tout cas, enfin une fonctionnalité propre à PHP, d'accord, qui est intégrée dans PHP, qui permet de faire encore d'autres choses, d'autres petites subtilités. C'est un peu plus complet d'ailleurs que les classes abstraites et les interfaces, il faudra une vidéo un petit peu plus longue je pense, mais j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo en PHP. Ciao tout le monde.